il ne parlait pas n'importe quoi et n'importe comment. Vous-même, vous aviez constaté quand on avait revendiqué sur la réforme de la CENI. Et c'est ça, quand il n'y a pas de problème, un politicien ne passe pas pour parler de n'importe quoi. C'était pour voir les opportunités. C'était pour voir qu'est-ce qu'il faut parler demain. Il ne pouvait pas sortir comme ça, étant un géant à la scène politique congolaise, parler de n'importe quoi. Je crois qu'il a rompu le silence. Et il est là, il a prouvé le monde entier que Bemba, c'était un grand. Et sans lui, rien ne pouvait se faire. Et on connaît pourquoi on les combat. Encore et toujours pour vous, nous sommes là pour vous informer, toujours très chers internautes. Dans ces nouveaux numéros, nous avons reçu pour vous le cadre de MLC, M. César Nzé, cadre de l'MLC là-bas, Funa 1. Et nous allons parler de la politique de notre pays. Soyez très attentifs. Vous avez droit à savoir ce qui se passe réellement dans notre pays, chers internautes. Nous avons reçu pour vous Monsieur César Ndé, cadre de MLC Funa 1. Chers internautes, dans ces nouveaux numéros, nous saluons encore l'existence du boss, Maître John. Nous te saluons. Toujours il y a Congo Suisse TV. Et nous saluons l'équipe technique de Congo Suisse TV. Là, nous avons notre superviseur. Il y a bien, papa, bien. Ça va bien. Notre papa, papi, le Congo. Derrière la caméra, nous avons Ozemido Énergie. Il est toujours ma casse. 100 émissions par jour. Nous avons reçu notre papa Drosengana, caméraman Nabiso Azoué, Nabiso invité Nabiso Alelo, papa César Nzé, le cadre de MLC Funa 1. Chers internautes, nous sommes là et nous allons parler avec papa, décortiquer ce qui se passe ici en RDC, plus précisément à Kinshasa. Je vous signale qu'aujourd'hui, dans notre ville, province de Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, nous avons reçu descente forcée, mais il y a papa Nabiso Otobengaka, Martin Fayou. Papa Nabiso Ayaki Lelo. Alors nous allons parler sur ça avec papa César. Et nous allons parler de beaucoup de sujets que Bino Bajosa Libanda Bozo ignorait peut-être. Alors bonjour papa César. Bonjour madame. Vous portez bien, je crois? Non, ça va bien. Papa César, Lelo, Netozo Lobaboye, Martin Fayou, Adolphe Mozito, ça les retourne à pays en provenance des États-Unis. Quelle analyse faites-vous? Il y a retour, il y a Martin Fayou. Donc, on n'a jamais cessé de parler. Et quand on a parlé sur les élections, la Mouka revendique toujours ses droits. Et vous voyez que Martin Fayulu, il est toujours dans la théorie de ses revendications, c'est-à-dire la revendication des urnes. Bon, vous voyez que l'équipe est composée par la Mouka. Je ne peux pas publiciter quelqu'un entre Martin Fayulu, Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bemba, y compris aussi Moïse Katumbi Chakwe. Mais je parle de la Mouka qui est une force de coexistence qui pouvait permettre aujourd'hui et lendemain de renverser la vapeur. C'est pour cela que Bazongi sur le terrain, ils sont allés voir les relations, les partenaires politiques, en fait de pouvoir chercher à venir faire cette coexistence pour débourser, à montrer ceux qui ont usurpé leur pouvoir demain, qu'ils n'existaient pas. Très chers internautes, soyez très attentifs en train de suivre cette émission car c'est très important pour vous qui êtes ailleurs, qui êtes en dehors du pays. Papa, maintenant, retour, il y a Martin Fayou, position dans les années Aza Awa, Aruzalana Cash, To Aruzalana FCC, au monument, tendance naïe quoi. Je pense que la situation est claire. Quand Martin Fayou est venu, vous allez voir là-bas l'aéroport d'Indjili, les drapeaux du mouvement de libération du Congo qui est MLC, les idées Nouvelle-Élande d'Adolphe Mozito et ensemble de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il a à voir encore avec les histoires des gens qu'on ne voit pas, des conditions de vie des populations ne s'améliorent pas. Mais chacun son cas et ils sont dans les Lamouka, ils vont continuer leur politique à démontrer dans l'opinion tant nationale qu'internationale que Lamouka revendique ses droits injustement arrachés. Et jadis, ils vont continuer toujours à le faire pour que le monde sache qui a gagné les élections et qui n'a pas gagné les élections.
Très chers internautes, nous continuons encore avec notre papa César. Je vous signifie que c'est un cadre de MLC FUNA 1 et il est aussi membre de la MOUCA, comme vous le sentez déjà, chers internautes. Papa, et bon aussi, nous avons senti vraiment un peu de silence du côté Jean-Pierre Bemba, du côté Moïse Katumbi. Il y a vraiment de silence, on ne sait pas c'est dû à quoi. Bon, je pense que quand je voudrais parler personnellement de Jean-Pierre Bemba, en politique, l'homme d'État se propulse dans les opportunités. Il ne parle pas n'importe quoi et n'importe comment. Vous-même, vous aviez constaté quand on avait revendiqué sur la réforme de la CENI, il a promis aux jeunes de Kinshasa que je vais venir. Et il est là, il a prouvé le monde entier que Bemba, c'était un grand. Et sans lui, rien ne pouvait se faire. Et on connaît pourquoi on les combat. Et c'est ça, quand il n'y a pas de problème, un politicien ne passe pas pour parler de n'importe quoi. Il s'était pour voir les opportunités. Il s'était pour voir qu'est-ce qu'il faut parler demain. Il ne pouvait pas sortir comme ça, étant un géant à la scène politique congolaise, parler de n'importe quoi. Je crois qu'il a rompu le silence pour voir les opportunités. Et dans les jours à venir, il y a des choses qui vont s'annoncer. Nous continuons, chers internautes. Papa César, on a vu s'il y a eu de marche, la MOUCA fait marche, FCC, cache, du tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela nous a apporté? Et la marche était due à quoi? Est-ce que la vision de la marche était la même vision pour tous les partis politiques? La MOUCA a marché pourquoi? Pourquoi l'FCC a fait de marche? La marche plutôt, et pourquoi cache aussi, oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Est-ce que tous les partis politiques qui étaient sur la rue en train de faire la marche, ils ont la même vision? Ils ciblaient quoi, au juste? Je ne pense pas. Mais vous voyez que la MOUCA, quand ils ont marché, ils ont demandé qu'on puisse faire partir Ronsard Malonda. Malonda, là, c'est une histoire qui a donné un peu d'une humiliation à la population congolaise. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés, nous attendons de la société civile, précisément de l'Église catholique, il n'y avait pas les élections. Mais de l'autre côté, sur l'Église, d'autres églises, là, des confessions religieuses telles que les côtés du pasteur Sodi Kafouta, on a dit que non, on a fait les élections, mais il n'y avait pas les élections. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que tout le monde qui a participé aux élections chaotiques qui ont mené le peuple congolais, aujourd'hui à la souffrance que nous voyons, ne pouvait pas participer à la CENI. Mais il fallait aussi réformer la CENI, faire l'audit de la CENI et lui doter de moyens conséquents pour éviter les élections chaotiques. Mais j'étais surpris quand on attend la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, on a entériné, on a fait ceci des PV qui n'étaient même pas signés. Par l'Église catholique, l'Église protestante, y compris aussi kimbanguiste. Et Malonda s'est propulsé pour kimbanguiste, et les kimbanguistes ont révoqué même celui qui s'est propulsé qu'il était, leur soutien au niveau de la CIME, c'est-à-dire la confédération de la confédération de la société civile. Le pasteur Elebe, il était révoqué par le révérend pasteur Simon Kibamo Kiangan, pour montrer les magouilles. C'est ce que je demande aussi aux églises de réveil, d'être un peu sérieux de tout ce qu'on fait. On doit être sérieux. On doit être sérieux. Vous avez vu dans les marches même que ce soit des caches. Bon, je ne sais pas pourquoi Cache avait aussi marché, mais c'est de leur droit parce que c'est constitutionnel. Toute personne qui se sent lésée dans tout ce qui ne voit pas clair, il doit manifester. Et c'est pour cela ils se sont pris, et aussi ne voulaient pas de Malonda parce qu'ils savent ce que Malonda a fait dans ces élections. Le poste de secrétaire exécutif à la CENI n'est pas n'importe quel poste. C'est celui qui distribue l'électorat, qui donne les résultats. Le président fait que prononcer. Et c'est pour cela que toutes les forces politiques ont dit niet à Malonda. Nanga doit être audité. Dans quel pays du monde nous sommes? Le Congo ne peut pas être une bouillabaisse. On doit auditer la CENI, voir où est parti les 1 milliard de dollars qu'on avait mis pour la CENI. Deuxièmement, réformer les structures. Mais Janine Mabunda ne voit pas ça. Il veut faire un passage en force, mais qui n'a pas tenu. Voyez un peu l'exemple aujourd'hui. Monsieur le professeur Lutundula, qui était même mon professeur, il a fait une proposition de loi électorale au sein de l'Assemblée nationale. Mabunda a pris ça, il a mis ça dans les tiroirs.
Jusqu'à présent, il n'en parle pas. Mais c'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a refusé d'entériner Malonda. Il a refusé. Parce qu'il connaît qu'est-ce qui se passe. Voilà un peu les multitudes de problèmes qui se passent. Et c'est pour cela, Janine Mabunda et les autres ont fait toujours manigancer pour maintenir Malonda. Et je crois qu'il y aura un chaos terrible s'il continue dans ce chemin. Chers internautes, vous avez bien suivi, Papa César Ndé a décortiqué pourquoi nos partis différents politiques étaient sur la rue, pourquoi ils ont marché. Vous avez bien suivi. Et Papa César, pour ces phénomènes Vital Kamerhe, après le procès 100 jours, M. Vital Kamerhe, l'ancien directeur de notre président de la République, a été arrêté et a été condamné. Nous entendons de rumeurs que bientôt il sera libre. Quelle analyse faites-vous par ces rumeurs? Mais je voudrais dire toujours, tu as parlé de Jean Kabila. Un grand politicien parle toujours quand il y a des opportunités. Quand il a quitté l'Europe l'an passé qu'on avait reçu, il a dit mais nous allons radier derrière le peuple. Allez comprendre l'histoire des cash que tout le monde a décrié, 57 millions de dollars, qui n'ont rien fait que des placards et tout un tas d'histoires. On attendait la réforme de la fonction publique, on attendait qu'on puisse améliorer le social, on voit d'autres choses, mais on n'a pas vu. L'argent est parti dans un individu appelé Jamal. Mais c'est pour cela que ça n'a pas donné la solution au problème des embouteillages. Ça continue, mais ça risque d'être des éléphants blancs qui n'apportaient rien au moment où la souffrance a atteint un niveau impossible. Cet argent pouvait quand même faire quelque chose. On a épuisé même dans les réserves de la Banque centrale qui ne pouvait pas créer cette dépréciation monétaire. Et je vous parle étant que quelqu'un qui a des notions économiques. Et cette histoire, c'est ce que nous subissons des répercussions aujourd'hui. Et à part ces répercussions aujourd'hui, il y a la famine. Et cette dépréciation a marqué une hyperinflation galopante de 4 chiffres qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui touchait 120 000 francs congolais, il se retrouve comme c'est quelqu'un qui a touché au moins 40 000 francs congolais. Il pouvait tenir le bout du mois comment? Et voilà les difficultés. Et cette grogne sociale, j'interpelle les autorités, je ne souhaite pas ça. Vous voyez la situation au Mali. Vous voyez les militaires, vous voyez tout ça. La grogne sociale qui se passe. Mais s'il ne fait pas attention, le peuple va s'en occuper de cette histoire. Papa César a dit que le peuple va s'en occuper dans cette histoire, chers internautes. Nous sommes en train de parler de la politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Vous qui êtes dehors, vous êtes partis et laissez les pays. Vous avez le droit d'être informé de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous revenons encore, papa, sur le sujet politique de notre pays. Crois-tu vraiment que l'arrêt de M. Kamerhe était politisé ou soit ce sont ses erreurs ou ce sont ses comportements qui a pu faire que l'État puisse le saisir? Techniquement par là, étant que financier, je vais vous parler pour aller chuter à la justice pour les problèmes de M. Kamerhe étant que directeur de cabinet. Il était le coordonnateur de 100 jours. La procédure de passation des marchés n'était pas correcte, a été de gré à gré. Et quand on ne respecte pas la procédure de passation des marchés, mais il y a toujours du vol et tout ce qui se passe là. Toutes les carottes qu'on passe, les passations des marchés n'ont pas été respectées. On se retrouve l'argent dans le main d'un individu appelé Jamal. Et Jamal a pris l'argent, il a transféré ce qu'on ne fait pas ou quoi, et il a dit c'est lui qui a pris l'argent. Et Kamerhe dit que non, il ne connaît pas Jamal. Aujourd'hui même, je vous informe, l'avocat de Jamal que j'ai vu à la télévision, il s'appelle M. Ted Jamal. Il dit qu'il a reçu que 3% de cet argent. Où est parti l'autre argent? Et si on arrive à le libérer, moi je pense que cet état de droit sera qu'un slogan. Et pourquoi on arrête tous qui sont dans la prison, qui ont volé une fourchette, un seau, qui a volé 5 000 francs, cache-nez, tout ça. On doit les faire sortir.
Parce que je commence à douter sur le décollage économique de la République démocratique du Congo. Et quand les problèmes se trouvent au niveau de la justice, je ne voudrais pas m'illustrer, je laisse la justice faire son travail. Papa César, affaire Pasteur Mukuna, que dites-vous? Quelle analyse peux-tu faire pour comprendre l'arrêt de ces pasteurs? Est-ce que c'est encore la politique qui a fait en sorte que le pasteur se retrouve au prison, ou soit ce sont aussi des manigances? Il y a des gens qui ont manigancé cela. Que pensez-vous? Que pensez-vous? Non, le problème du pasteur Mukuna, vous voyez cette histoire. Mukuna, auparavant, on dit que c'est fils l'ami du président Joseph Kabila. Après quelques temps, Mukuna est revenu sur Félix Tshisekedi Tshilombo et le défendre pour montrer non, on a fait les ligues, tout est temps d'histoire pour montrer comment Kabila a tué ses pays. C'est bien, c'est pas mauvais, on doit être aussi quand même juste. Mais le problème qui a mené le pasteur Mukuna à la justice n'est pas ce problème-là. Il y avait un problème entre lui et une femme. C'est un problème qui reflète des conflits parcellaires. Et cette femme a dit que le pasteur Mukuna l'a violé, elle a fait ceci, ça fait ceci, patati patata. Je ne suis pas juriste. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? Mais quand cette femme, c'est une grande femme, quand tu viens chez quelqu'un, il te donne par exemple $100, il dit que non, venez demain, on va se voir. C'est qu'il y avait ce qu'on appelle en droit consentement libre des parties. Mais je ne vois pas là où on va dire non, et on l'a violé, on l'a trompé, on l'a fait ceci, cela. Et ces images-là qu'on a montrées pour le pasteur Mukuna, est-ce qu'ici chez nous, nous avons la spécialité de prouver que ces images sont vraies ou faux? C'est ça là où reflète les problèmes. Et je demande toujours, le problème est au niveau de la justice. Je n'aime pas tellement trop parler. Nous demandons que la justice soit faite d'une manière équitable. Que la justice soit faite d'une manière équitable, ainsi dit M. César Nzé, pour la cause de l'arrestation de notre pasteur, de l'évêque Mukuna. Papa, nous passons maintenant à ces mouvements, à ces terres de ces temps ici, l'affaire Ngoïka Sanji, l'affaire de la maison. Que pensez-vous? Est-ce que notre justice a bien tranché et notre justice a bien agi d'aller déloger un grand homme de cette manière, ou c'est normal? Merci beaucoup, madame. Je vous ai dit toujours que le problème de la justice n'est pas un problème de grand homme. Tout le monde qui a commis un délit d'infraction doit être interpellé par la justice. Vous savez que le monsieur Gabriel Mokia est victime, même s'il ne fait pas partie de la famille politique où moi je le retrouve. Bon, il est là où il se trouve, mais il est victime. C'est un ancien vendeur de café. Il a acheté ses maisons. Mais vous savez que la révolution du 17 mai a arraché beaucoup d'histoires de Gabriel Mokia. Et aujourd'hui, soi-disant qu'il a revendiqué ses droits, il a préféré accentuer les choses devant la justice et sur l'état de droit, qu'on a restitué sa maison. Quand la justice donne raison à quelqu'un, que celui qui est dans cette maison doit être déguerpi, et la justice a fait son travail, et il y a un arrêt, si c'est de la cour d'appel de la Gombe ou je ne sais pas, la justice soit faite, que moi qui a gagné, il récupère son bien. Le gouverneur a perdu, parce que depuis longtemps que moi qui a crié toujours, c'est ma maison, c'est ma maison, c'est ma maison. Et il y a aussi, ce n'est pas ça. J'ai suivi aussi même moi qui a disait qu'il y a certains gens qui ont resté dans sa maison, qui n'ont pas voulu même lui payer l'argent. À l'occurrence, le monsieur Azara Chiroubé, il y en a d'autres maisons par-ci, par-là, qu'on doit restituer ces maisons. Si on ne restitue pas, et la justice va s'en occuper. Et c'est celui qui va le faire. Va s'en occuper, bien sûr, mais la manière, parce que Moïka Sanji, c'est un cadre de notre pays, on ne peut pas, ça je peux appeler peut-être l'humiliation de pouvoir aller chez lui et le déloger de cette manière, la manière. La justice, oui, la justice a tranché, bien sûr. La justice peut trancher, et pour appeler la personne comme M. Moïka Sanji, l'éclaircir tel que la justice a tranché. Je ne crois pas que M. Kassanji résistera à la justice. Il allait le faire peut-être, mais dans des normes, et aller jeter le meuble dehors. Je peux te retourner même la parole. Si Ngoïka Sanji était un homme averti, il pouvait quitter cette maison avant, parce que les arrêts
Écoutez, mais les arrêts qu'on est en train d'exécuter maintenant, ce n'est pas le président Félix qui les a signés. Ce sont les ordonnances, les arrêts qu'on exécute maintenant sur l'ordonnance, ce n'est pas les ordonnances de M. Félix Tshisekedi. C'est Kabila qui a signé les ordonnances. Il a instruit à la justice qu'on retourne à Mokia ces maisons. C'est maintenant que le nouveau procureur général, le nouveau procureur qui est venu là-bas, il est venu exécuter ce qu'on a parlé avant. Ce n'est même pas Félix Tshisekedi. C'est vraiment depuis l'époque de Kabila Goïka, Sanji s'entêtait de quitter la maison. Et le nouveau procureur est venu avec sa politique et il a appliqué les dossiers qu'il a rencontrés sur la table. La politique ne fait pas allégeance à quelqu'un ou le supplier, mais quand il s'agit d'exécuter, il faut exécuter. Là, il n'y a pas de grand ou petit, la justice est rendue au nom du chef de l'État, donc il doit être exécuté pour tout le monde. C'est ce que je peux vous dire. La justice a fait son travail vis-à-vis de nos cadres politiques de la RDC. C'est le monsieur Ngoïka Sanji, monsieur Gabriel Mokia. Et monsieur Gabriel Mokia a pu gagner le procès et monsieur Gabriel Mokia a pu récupérer sa maison grâce à la justice congolaise. Et coup de chapeau à la justice. Monsieur, j'aimerais qu'on parle un peu du refus des signatures de nos deux magistrats. Qui était nommé par lui-même le chef de l'État. Et il paraît que les magistrats disent que le processus n'était pas très bien fait, vu que ce n'est pas le Premier ministre qui a pu signer cela. Je peux vous dire une histoire. Vous voyez que la Cour constitutionnelle doit être honorée. C'est pour cela qu'on appelle ça la haute cour. Non, c'est vraiment le prestige de notre pays. Mais quand je vois les histoires telles que maintenant je vois là-bas, il y a certains magistrats qui résistent. Les ordonnances du chef de l'État s'exécutent. Quel que soit. Est-ce qu'on peut parler des cas? Vous doit être à la Cour constitutionnelle. Il est maintenant à la Cour de cassation. Le professeur Luzolo-Bambi, il fit à la Cour constitutionnelle. Maintenant, il était conseiller de Joseph Kabila à l'époque. Mais on les a changés. Pourquoi Iboulou et l'autre là refusent, les deux magistrats? Et l'autre là qu'on appelle là, l'autre magistrat là qu'on appelle Terminator. Nous nous insurgeons contre lui parce que c'est lui qui a fait rater l'électorat de Jean-Pierre Bemba en 2006. C'est celui qui a fait rater Martin Fayoulou. Et récemment, c'est toujours les deux magistrats qui ont invalidé Bemba. Ils ont pris la Cour constitutionnelle comme leur histoire. Ce côté-là, j'encourage le président Félix Tshisekedi de pouvoir frapper fort. Et jusqu'à présent, même si on fait comme ça, la haute cour est occupée toujours par les gens du PPRD. Entre autres, vous aviez entendu l'audio de Mende qui vient de dire que non, Cache cherche aussi à se faire entrer à la cour. Et les autres partenaires, MRC, SID, les autres, la MOCA, vont douter de cette cour constitutionnelle qui est devenue, qui n'est plus la haute cour, qui est devenue une histoire manigancée. Et c'est pour cela que nous demandons des réformes à la CENI et la Cour constitutionnelle pour que la transparence et la vérité s'éclatent. C'est ça la vérité. Que la transparence et la vérité s'éclatent, comme a dit M. César. M. César, j'aimerais un peu que vous puissiez encore faire l'analyse sur la rentrée scolaire. Est-ce que notre gouvernement vraiment a pu bien penser par rapport à la rentrée scolaire? Parce que nous étions confinés par un nombre de malades un peu très petit. Et on a déconfiné les pays avec un grand nombre de malades et cela a pu faire boiter notre scolarisation, même notre études universitaires. Et maintenant, c'est la reprise. Vous croyez vraiment avec le temps qui nous reste, est-ce que nos enfants, nos frères, nos sœurs auront vraiment la matière qu'il faut pendant ce temps qui reste? Est-ce que notre gouvernement a pu bien penser en cela? Vous voyez, dans le plan de l'enseignement, on a marqué le pas. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un parce que c'est un problème qui était la Covid-19 qui a empêché les gens. Et j'ai loue, parce que j'ai loue les efforts du chef de l'État, y compris aussi le ministre de l'Enseignement, de pouvoir chercher aussi à privilégier d'abord des classes terminales. Vous voyez les enfants qui vont faire les TENAFER, les enfants qui vont terminer leur cycle de graduat et de licence. C'est un pas.
Ça donne déjà un élan que l'année blanche n'a pas eu lieu au Congo. Et ces parents de ces enfants ont payé l'argent. Vous savez que maintenant, nous vivons même à la moyenne de la vie. La pauvreté a atteint un niveau impossible. Si vous voyez par exemple, il y en a tant d'autres gens qui font le programme à la maison de 3 000 francs congolais pour manger que les maths et les consorts. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais s'il s'est sacrifié pour payer l'argent, par exemple son enfant qui vient de venir graduer, on doit bloquer ça quand les autorités ont vu qu'il y a une faveur, que cet enfant ne pouvait pas avoir son diplôme de gradué à cause de Covid. Mais le Covid a été maîtrisé. Nous devons chercher à comprendre, à vivre avec la maladie ensemble. Mais il faut se protéger, respecter les barrières. J'aimerais un peu souligner par rapport à l'argent. Quand nous étions confinés, nous savions tous qu'il n'y avait pas de travail. Les parents n'allaient pas travailler pour avoir un peu de revenus. Et maintenant, dès qu'on lance cette histoire de reprise de cours, on commence directement par demander de l'argent. Donner ceci, donner cela. Mais il faut penser où est-ce que le parent en aura pendant que le parent vient juste d'être déconfiné. Et pourquoi ne pas, peut-être notre État, pourquoi ne pas dire seulement, non, vous allez reprendre vos études, mais sans frais quelconques. Parce qu'ils doivent... Madame, sans toutefois vous couper, vous savez que l'État a des difficultés énormes. On n'a pas de moyens. Quand vous voyez par exemple dans des structures de finances quand l'État lui-même n'a pas de moyens et que l'État cherche maintenant que le parent puisse payer quelque chose pour qu'il ait aussi quelque chose. Mais où est-ce que le parent en aura pendant que lui-même l'État d'abord a des difficultés? Je n'en disconviens pas. C'est au Congo, dans l'impossible, tout est possible. Il faut envoyer les enfants à l'école. Parce que même l'État là a subi des coûts. Nous avons des structures qui font beaucoup d'argent, telles que la DGI, les DGDA, tout ça, qui ont supprimé beaucoup de taxes. Des TVA à l'importation, à l'exportation, ils ont aussi des difficultés, comme vous voyez. Mais pour payer cet argent qu'on en parle, c'est un langage au Congo. À la congolaise, c'est-à-dire quoi? Non, il n'y aura pas les coûts. Vous avez vu, il y avait des problèmes, mais des négociations sont abouties. On a payé les enseignants. Et les enfants doivent aller à l'école. Des petits problèmes, on va régler là-bas. Je ne crois pas que l'enfant est face à faire l'examen d'État et on va le chasser parce qu'il n'a pas terminé le Minerva. Il va le faire, mais parfois il y a des techniques que vers la fin des retraits de son diplôme, tu dois tout payer. Donc nous sommes au Congo. On est habitué, c'est-à-dire le secteur de renseignement n'est pas réglementé, tout n'est pas réglementé. Le pays vit dans une histoire là que je n'arrive même pas à vous comprendre. Mais ce qui est le plus important, que l'enseignement, le ministre a déjà donné un calendrier pour toutes ces histoires. Acceptons tels qu'ils sont là et on va aller. L'important est que le ministre a pu lancer le retour de nos scolarisations et de nos études supérieures ou universitaires. Papa César, le problème que nous avions ici, donc du jour le jour, c'est le problème des dollars. Il y a eu un jour, nous sommes réveillés, le dollar c'était à 16 000. Mais avant qu'on dorme, le dollar revient encore à 20 000. Quel dites-vous? Quelle pensez-vous de ces stratégies, de ces manigances? Les dollars n'avaient pas changé. Ces théories-là, on appelle ça en économie les spéculations. Les dollars étaient restés toujours les mêmes, au taux de 19 500 à la Banque centrale. Mais ceux qui voulaient, bon, vous avez la légende des gens qui sont au pouvoir, ils veulent se faire, non, dollar equity, tout ça, vous connaissez les propagandes. Mais moi, j'étais aussi réservé, on avait dit, mais ça, ce sont des spéculations. Avec quel moyen le dollar peut descendre? Les pays ne produisent pas. Les réflexes du dollar, c'est la production. Quand on importe et on exporte, là, le dollar entre à la Banque centrale. Et au moment où le procès que tu viens de me poser la question, on veut libérer quelqu'un, on a pris même des réserves qui étaient à la Banque centrale pour aller faire des sautes moutons ou quoi, je ne sais pas. De quel moyen qu'on va faire encore? Mais c'est pour ça que les dollars, moi je crois que, j'ai vu cette fois-ci, on a pris à injecter au moins plus de 25 millions sur le terrain, un peu de calmer les jeux, mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas la production. Ça risque aussi de retourner très grave pour dépasser même les 23, aller au-delà. Parce que les pays ne produisent pas. Nous vivons que des aides et tout consort. Et le plus important dans toutes ces histoires aussi, des aides qu'on nous donne, au lieu de les focaliser, en fait de pouvoir chercher à résoudre des problèmes, il y a des détournements. Moi qui vous parle, j'ai quarantaine d'années au-delà, mais je n'ai jamais vu, entendu même l'époque de Mobutu,
Même les Joseph Kabila récents aussi, des détournements de millions, quelqu'un 1 million, 57 millions. C'est maintenant qu'on apprend pour montrer que le pouvoir n'a pas tellement de verrous. Il doit revoir les choses pour remettre les choses sur le pas. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Vous avez parlé que le pays ne produit pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que le pays ne soit pas productif? Mais le pays, si le pays ne produit pas, vous savez que c'est l'État qui encourage des secteurs de production, tels que l'agriculture. Est-ce qu'on a subventionné les agriculteurs pour qu'ils puissent encourager la production sur le terrain? Est-ce qu'on a allégé, on a fait ce qu'on appelle l'allègement fiscal auprès des opérateurs économiques qui amènent les choses au Congo pour que les prix soient en bas? Mais la douane est la plus chère du monde et c'est en République démocratique du Congo. C'est ici. Et ailleurs, au Nigeria, par-ci, par-là, la douane est moins chère, en fait d'encourager les entrées pour que l'État récupère des taxes et des recettes. Mais chez nous, ici, quelqu'un qui paye, par exemple, il vient de Dubaï avec des marchandises de 10 000 $. Il vient avec des taxes impossibles. Mais quand il va y arriver ici, pour récupérer ces 10 000 d'abord, il doit augmenter le prix des histoires. Et le reste, ce sont ses bénéfices. Quelque chose qu'il a acheté à 1 $, il doit vendre ça à 10 $ pour récupérer parce que plusieurs taxes, il y a des tracasseries terribles. Donc, on doit assainir aussi l'environnement fiscal afin de donner la prospérité aux opérateurs économiques. Quelle stratégie peut-il monter ou donner pour que les taxes puissent un peu s'alléger? Les taxes peuvent s'alléger qu'à l'uniformisation du système. D'abord, que dirais-je là? Il faut d'abord qu'on doit avoir une bonne politique fiscale. La politique fiscale, c'est quoi? Vous pouvez voir chez nous. Quelqu'un qui parle, il voit par exemple l'assiette fiscale de quelqu'un est à 1 000 $. Mais il veut lui taxer 1 500 $. Il y a un adage qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Et cette assiette fiscale-là, l'opérateur économique, il va se retrouver en difficulté, il va fermer la maison. Parce que, oui, il va fermer la maison parce qu'il n'y a pas moyen. Mais s'il y avait les moyens, on doit alléger les taxes, on doit uniformiser les taxes, on doit supprimer d'autres taxes pour donner un peu de goût de souffle aux opérateurs économiques, de pouvoir quand même aussi relancer leurs activités sur le terrain, qui va permettre aussi de diminuer le chômage pour créer des emplois. C'est ça. Papa César a bien décortiqué nos sujets que vous sentez qu'on est en train de parler de la politique de la République démocratique du Congo. Surtout pour vous qui êtes ailleurs, vous qui avez déjà quitté le pays, vous avez bien suivi. Bientôt, nous allons chuter dans notre émission. Mais Papa César va nous dire vraiment, comme Adolphe Mozito, je crois, et M. Fayou sont maintenant à l'RDC. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura d'autres vents par rapport à leur absence? Madame, je vais vous dire, vous voyez, la coalition FCC Cash. FCC Cash continue. Mais vous voyez, il y a toujours des discutailles et rien ne marche. Tantôt, l'FCC ne pouvait même pas laisser l'État à Cash de gagner. Quand ils voient comme ça, tout un temps d'histoire, comme ça, on a fait ceci, la loi Minakou, donc, beaucoup d'histoires que je ne peux pas définir. Sur ce, on a vu que la coalition a atteint son apogée. C'est-à-dire qu'ils ont vers la fin, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et nous demandons au chef de l'État de convoquer un dialogue national qui ne va pas permettre de partager les postes, mais de réformer les institutions, entre autres la Cour constitutionnelle, y compris aussi la CENI, en fait de pouvoir chercher un bon climat pour que les élections soient bonnes et difformes et que les vrais dirigeants qui sortiront de ces institutions vont bien décoller avec l'avenir du pays. Et que pensez-vous des remaniements du gouvernement? Nous entendons déjà que bientôt il y aura encore remaniement. On peut remanier, ça va servir à quoi? Un gouvernement peut aussi apporter autre vent. Autre vent, mais depuis longtemps qu'on a parlé, aussi pour essayer un peu de diminuer les problèmes de l'inflation, il faut assainir le train de vie des institutions. 66 ministres, c'est trop. Il faut ramener même à 36. Deuxièmement, il faut aussi diminuer le budget du Parlement, du Sénat.
Mais bientôt, là, vous avez dit que les remaniements ne servent à rien quand même. Vous avez vu que... Bon, je peux dire là, mais ça c'est une proposition sur moi. Mais ce n'est pas dans la conception du chef de l'État. On ne sait jamais. Ah bon, s'il le fait là, on va lui applaudir. Mais s'il le fait là, le plus important c'est de diminuer le train de vie des institutions. 66 ministres, c'est trop. Les parlements consomment trop. Et vous avez vu même aujourd'hui, nous sommes au premier trimestre, qui n'a pas encore pris fin. On dit l'institution président de la République a consommé au moins plus de 17 millions et quelques de dollars. Mais quel budget qu'on doit consommer 17 millions au moment où nous sommes ici, Covid continue, il fallait financer plusieurs projets qui pouvaient donner la survie à la population. On a consommé 17 millions, même le trimestre n'a pas encore pris fin. On est qu'au premier mois. De quelle bonne gestion qu'on va parler? J'aimerais que vous me dites un peu que comment est-ce que le mariage FCC cash, la population en bénéficie? Non, pas du tout. Pas du tout. En quoi? En quoi il y a la dépréciation monétaire, les mêmes salaires que les gens touchaient, il est même les mêmes. Les contrats, les populations sont en train de payer les coûts de frais. Quelqu'un qui touchait 120 000 francs congolais aujourd'hui va se retrouver peut-être à 30 000 francs congolais. Il ne sait même pas comment payer la maison. Ça c'est dépendait que moi. Si le président Félix était vraiment avec les soucis de la population, il pouvait prendre même des décisions graves. C'est-à-dire quoi? Fixer le prix des maisons, des bailleurs et des locataires, afin de pouvoir chercher à sauver les fonctionnaires, les chômeurs et tout ça. Il dit que la maison, en franc congolais, telle. Mais il n'a pas pris là, on lui a conseillé, non, c'est la maison d'autrui. Mais avec le temps, ça va retourner contre lui. Parce que l'inflation n'a pas encore pris fin. On continue, on nous a trompés par les spéculations, et maintenant, c'est autre chose. Mais pendant le confinement, le chef de l'État a pu dire que le bailleur doit alléger, ils ne doivent pas vraiment déranger. Ça, ce n'est pas une politique. Il doit coucher ça par une ordonnance présidentielle qui pouvait accepter tout le monde. Ah, le chef de l'État a dit, mais si c'est comme ça, c'est laisser les troubles dans les esprits des gens. Chers internautes, vous nous avez suivis depuis Congo, Kinshasa, la RDC. Nous sommes là, nous avons parlé pour la politique de notre pays et nous avons reçu pour vous M. César Nzé, cadre de MLC, là à Funa 1. Il a parlé, il a décortiqué, il nous a montré, il nous a éclairci ce que nous ne savions pas et ce que nous avons peut-être besoin de savoir. Et je vous signale seulement que nous sommes ici à RDC et c'est aujourd'hui que l'avion a pu descendre à l'aéroport d'Ndjili. Là, nous parlons de l'arrivée de M. Adolphe Mozitu, de M. Martin Fayoulou. Ils sont ici à Kinshasa. Je salue aussi l'existence des grands journalistes Parfait Kouilou. Je te salue, mon grand frère. Je salue tout le monde qui nous suit. Ça, c'est Congo Suisse TV. Abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Vous aurez toujours des émissions de qualité. Vous serez toujours informés par nous, les filles et fils de Maître John. Nous sommes là toujours pour vous servir. Je salue toute l'équipe technique de Congo Suisse TV. Nous saluons l'existence de notre superviseur, Papa Papi Le Congo. Je te salue et je remets la parole à M. César. Tu peux saluer les gens? Oui, je salue le président Jean-Pierre Bemba Congo, Sinda Pakebo. Je salue mon ami Papi Le Congo qui a tout fait que je puisse passer ici. Il y a l'autre Papi. Je salue les coordonnatrices de Funa 1, Maman Liema Niclette. Je salue aussi tous les cadres du mouvement de libération du Congo. Je salue notre président de la jeunesse, M. Aldarich. Je salue aussi toute l'équipe de Maman Liema, coordonnatrice du Funa 1 à Bandale, qui habite à Bandale. Et je salue le fédéral, M. Edi Yeli Moulangi, qui est notre frère. Et je salue tout le monde, particulièrement les gens de la République démocratique du Congo et tous mes frères qui ont suivi cette émission, et merci beaucoup. Nous disons merci à nos très chers internautes de partout dans le monde. Nous vous disons merci de pouvoir nous suivre et ce n'est pas la fin. Nous allons continuer encore et encore et il y aura encore et encore de politiciens qui vont passer ici juste pour vous informer, pour vous en attendre. Toujours Nathan, il y a Onyonso et les Kanambo Kanabiso. En tout cas, je vous aime trop, je vous salue. Bye.